Je vous propose c'est qu'on démarre. Hein, donc, bienvenue et merci positivement à votre invitation. C'est une première pour nous. Donc, on est ravis de pouvoir vous renseigner. On va être ensemble à peu près 1 heure. N'hésitez pas, surtout, on va avoir un support PowerPoint, on va avoir une petite vidéo à la fin pour vous faire visiter rapidement l'école en images. Et puis surtout, on a 2 élèves avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à nous interrompre ou à vous servir du chat. Vous savez, vous avez une petite icône avec la petite bulle. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre la fenêtre pour poser les questions dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en servir pour poser les questions. Avant de démarrer, ce que je vous propose, hop, je vais repasser. Voilà, ce que je vous propose avant de démarrer, c'est qu'on commence peut-être par se présenter. Moi, je m'appelle Marie-Caroline Coubet, je m'occupe de la communication au sein de l'ESITC Caen et aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Simon, Christophe Simon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, qui est responsable des concours et admissions à l'école, toute entrée confondue. Toute entrée confondue, voilà, tout à fait. Voilà, et nous avons donc 2 élèves qui sont actuellement en 3e année, qui ont intégré tous les 2 après le bac. Nous avons Jade et Mathis. Je vous propose de commencer peut-être par eux, en leur donnant la parole pour qu'ils se présentent. Jade, est-ce que vous voulez commencer? Oui, donc bonjour, donc moi je suis Jade Godibert, je suis actuellement donc en TC3, donc c'est la 3e année dans l'école qui correspond aussi à la première année du cycle ingénieur à l'école. Et du coup, l'année prochaine, je pense plutôt me porter vers la branche du bâtiment plutôt que des travaux publics. Voilà. Bonjour, moi je suis Mathis Mopa, donc élève également en 3e année dans la même promotion que Jade. Je suis originaire de Caen, donc je suis un local de l'école. L'année prochaine, je pense m'orienter plus vers les travaux publics, donc contrairement à Jade. Voilà, j'ai eu un bac S, donc anciennement bac S, et donc j'ai intégré l'école après bac. Merci à vous deux. Je tiens à préciser qu'on ne l'a pas fait exprès. Je ne savais pas que vous orientez chacun dans des directions différentes. C'est un hasard. Voilà. On commence tout de suite par une petite présentation un petit peu institutionnelle de l'école. Voilà, donc là, normalement, vous devez voir sur mon écran la slide de présentation. Oui, c'est bon, Marie. Alors, je pense que parmi vous, certains nous connaissent un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, d'autres moins. Donc, on va balayer un petit peu, vous présenter l'école dans les grandes lignes. Nous sommes une grande école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine de la construction. Alors, pour se simplifier dans le vocable, on va considérer construction, BTP, génie civil. Ce sont des termes génériques pour définir à peu près la même chose. Voilà, ça va nous simplifier déjà. Nous sommes un établissement privé reconnu d'intérêt général. C'est le label ESPIG. Christophe Simon en dira un petit mot, on reprendra les différents logos et labels juste après. Donc, nous sommes gérés par une association à but non lucratif. Établissement privé d'intérêt général à but non lucratif. Nous avons été créés par et pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. L'école est reconnue par l'État, on a contractualisé et surtout, chose importante pour une école d'ingénieur, on est habilité évidemment à délivrer le diplôme d'ingénieur sous statut étudiant et apprenti. Voilà, ce sera peut-être un point aussi qui vous intéressera tout à l'heure. Les élèves, à partir de la première année du cycle ingénieur, peuvent choisir de poursuivre sous statut étudiant ou apprenti. C'est une école relativement récente, hein. On a été créé en 93. On fêtait encore nos 30 ans, ce qui est relativement jeune pour une école. On est en plein développement.
Il faut savoir que le besoin en termes d'ingénieurs dans le secteur de la construction est vraiment très important, ce qui a justifié ces dernières années qu'on se développe, qu'on grossisse. On a doublé la surface de l'école, par exemple, en 2016. On continue à avoir une très bonne intégration. On a le plein emploi à la sortie de l'école, ce qui justifie qu'on continue à former plus d'ingénieurs. Pour autant, on reste vraiment une école, comme on a l'habitude de dire, à taille humaine. Aujourd'hui, on a à peu près 700 élèves. Pour nous, c'est quelque chose aussi d'important de rester dans des promotions de taille, on va dire, raisonnable. Il faut vraiment avoir un bon suivi qualitatif. Et on a une approche humaine pour nous au sein de l'école qui est quelque chose vraiment d'important. Voilà, je ne sais pas si les élèves ou M. Simon veulent rajouter quelque chose sur... Si vous avez des questions. Juste une précision, 729 élèves officiellement. Ah. Monsieur Simon est aussi la personne qui suit les chiffres. Mais justement, Christophe, je te laisse la parole peut-être pour revenir, parce que c'est quelque chose qui peut servir plus largement pour vous, au-delà de notre propre école, tous ces logos qu'on voit toujours sur les plaquettes, un petit tour rapide peut-être. Oui, on voit beaucoup de logos sur les plaquettes, que ce soit sur la nôtre ou sur d'autres. Et peut-être une explication de ces logos, et notamment sur les quatre du haut qui sont assez importants quand on parle d'école d'ingénieurs. Le premier, c'est le logo de la CTI, Commission des titres de l'ingénieur, qui accrédite toutes les écoles d'ingénieurs en France aptes à délivrer le diplôme d'ingénieur. Si une école n'a pas ce logo, n'a pas cette accréditation, elle n'est pas autorisée à délivrer un titre d'ingénieur. Donc c'est la première démarche, je dirais, de qualité et de renseignement qu'il faut aller rechercher pour un candidat qui veut devenir ingénieur, c'est d'aller rechercher les écoles qui sont accréditées, donc qui portent le logo CTI. Associé à ce logo CTI, il y a le deuxième juste à côté, qui est le label EURES. Ce label EURES est attribué par la CTI également, uniquement aux écoles d'ingénieurs qui ont une accréditation maximale. C'est-à-dire que la CTI audite les écoles toutes les 5 ans, pour une durée de 3 ans ou 5 ans. Si la durée est maximale, si elle est donc de 5 ans, automatiquement, l'école se voit attribuer le label européen EURES qui certifie le diplôme au niveau européen et certifie la qualité de la formation de l'école au niveau européen. Donc c'est un logo, un label complémentaire au diplôme d'ingénieur et qui est intéressant à avoir et qui montre un sérieux de qualité de la formation reconnue par une entité d'État. Ensuite, tu parlais tout à l'heure de grandes écoles. Alors, grandes écoles, c'est pas un terme banal, c'est pas, on se prévoit pas grande école comme ça, où il faut être autorisé à s'en prévaloir. Et c'est la conférence des grandes écoles qui le définit, qui l'attribue, cette notion-là. Et les grandes écoles et aussi une reconnaissance par les pairs, cette fois-ci, de la qualité de l'enseignement des écoles qui souhaitent y adhérer dessus. Donc là aussi, c'est sur la base d'un label qualité sur la formation et sur les débouchés aussi qu'apporte l'école, puisque la conférence des grandes écoles analyse les principes de formation et de débouchés des élèves des écoles avant d'attribuer ce logo-là. Et puis le dernier en date qui nous est arrivé il y a quelques années maintenant déjà, c'est le logo ESPIG, donc enseignement supérieur privé d'intérêt général. Parce qu'effectivement, lorsque un élève souhaite continuer dans l'enseignement supérieur, il va avoir le choix entre des formations publiques, avec des frais de scolarité faibles, pas inexistants, mais faibles, et puis les enseignements privés, avec des frais de scolarité, certes, mais les labels ESPIG sont une particularité de ces enseignements privés, puisque ce sont des associations de loi 1901 généralement, donc sans but lucratif, et qui en général, donc, parce qu'elles ont là aussi une qualité de formation et une qualité d'accueil des étudiants qui les rejoignent en termes de promotion d'aide
envers ces étudiants-là. Donc c'est un label délivré par l'État qui est intéressant à avoir. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui peuvent avoir ce type de label-là. Et puis bien sûr, les deux derniers logos, ce sont nos logos des fédérations, puisque nous sommes une école au bénéfice d'un corps de métier, d'une profession. Cette profession, elle est appelée bâtiments travaux publics. Elles ont chacune leur fédération. Et ces fédérations-là nous soutiennent dans notre action de formation. La Fédération française du bâtiment, bien sûr, la Fédération nationale des travaux publics. Pour chacune leur partie, elles viennent abonder dans notre système de formation en recommandant des enseignements, en donnant des bourses, en nous soutenant dans nos actions de formation. Et donc, on a leur appui dans nos actions passées et futures. Voilà un petit tour sur ces logos-là. Peut-être montrer un peu ce que c'est que les bâtiments et les travaux publics pour un peu fixer les choses. Le bâtiment, donc c'est Mathis, je crois, qui souhaite y aller. Non, c'est dans le TB. Non, c'est Jade. C'est Jade. Alors, Jade, le bâtiment, voilà ce à quoi ça peut mener. Donc, bien sûr, les bâtiments d'habitation, l'individuel tel qu'on peut le connaître dans le grand public, mais également le collectif, avec tous les immeubles de grande hauteur, par exemple, les tours à la Défense comportent aussi du logement d'habitation collectif. Il peut y avoir des types de logements qui sont plus particuliers, les écoquartiers par exemple en sont. Et puis à côté, où on va avoir tout ce qui est bâtiment technique. Moi, je les appelle plutôt bâtiments à process, parce que c'est des bâtiments extrêmement complexes à concevoir, à imaginer, parce qu'il faut pouvoir organiser une ligne de production pharmaceutique, par exemple, avec tous les nécessaires contrôles de sécurité en termes d'hygiène intérieure. Il ne faut pas mettre un peu de poussière dans les médicaments, ça serait malvenu. Dans un centre hospitalier, par exemple, où on va éviter, quand on veut rénover une salle d'opération, on va éviter de trop perturber la salle d'opération qui est encore en service à côté. Les salles de spectacle aussi, où il faut prévoir tout ce qui est sonorisation, tout ce qui est acoustique, tout ce qui est accueil du public, transit de ce public, les coulisses également. Ce sont tous des process qui sont très particuliers à travailler et à concevoir, à faire travailler entre eux aussi, parce que il ne suffit pas d'avoir un architecte qui imagine quelque chose, il faut aussi avoir des ingénieurs qui viennent expliquer comment tout cela peut se travailler, tous ces process peuvent travailler ensemble. On va juste parler de la sécurité. Hein. Quand on est sur une tour de 50 étages, il faut mieux savoir descendre rapidement les escaliers pour échapper à un sinistre, par exemple. Je prends un cas extrême, bien sûr, et sans aucune référence quelconque. Je vois que Marie, je parle beaucoup, donc tu me passes déjà sur les travaux publics. Donc les travaux publics, donc là c'est pour Mathis, les équipements de transport bien sûr, les ponts, les routes, les tunnels, tout ce qui permet la communication avec les nouvelles technologies. On parle beaucoup de routes intelligentes qui récupèrent l'énergie, qui produisent de l'énergie aussi. On a un exemple ici dans l'Orne avec la route solaire. On a des équipements de communication d'énergie, les barrages, les réseaux. Bien sûr pour compléter de l'énergie, et puis tout ce qui est, on en parle beaucoup encore, les éoliennes, on a beaucoup de parcs offshore qui se développent dans la baie de Seine, donc voilà, il faut pouvoir les concevoir, les mettre en place, les construire, et puis bien sûr la protection contre le bruit. Alors moi je me moque un peu parce que je roule en voiture électrique, donc je ne fais pas de bruit, mais voilà, il faut pouvoir protéger certaines zones d'une circulation intense, d'une pollution intense également. Donc il y a tous des concepts de travaux publics qui sont à développer ici et qu'on développe au sein de l'école. Merci Christophe. En synthèse, je pense qu'on peut dire que finalement le CITEC Caen forme des ingénieurs pour intervenir sur tout ce qui va se construire, sur terre, en mer, avec un impact environnemental évident. Quand vous avez des jeunes gens qui vous disent qu'ils veulent travailler dans l'environnement, là c'est métier, et c'est pour ça le mot métier, on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que là on a parlé du secteur de façon très large, mais on sait bien que souvent quand nous on fait aussi des salons, Mathis en a fait, je sais il n'y a pas longtemps, souvent les jeunes en face de nous disent ok, on comprend bien, on voit bien le secteur,
Mais après, derrière, qu'est-ce que c'est les métiers? Ils font quoi les ingénieurs? Et puis une question aussi qu'on rencontre très souvent, je pense que c'est le cas également pour vous, c'est un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait de différent d'un architecte? Il ne voit pas forcément aussi l'ingénieur travaux et l'architecte, comment ça se coordonne tout à la porte d'entrée. Même des jeunes gens qui nous rejoignent dans l'école, c'est souvent l'architecture. Souvent dans leur démarche de maturité de projet, on a souvent des jeunes gens qui disent « Ah, moi je veux travailler comme architecte ». Et puis quand on creuse un petit peu, on affine, on s'aperçoit qu'ils sont bien scientifiques quand même. Parfois il y a vraiment les deux parties design et scientifique, mais voilà. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est une sorte de petite histoire de méthode. C'est la meilleure aujourd'hui que j'ai trouvée pour un petit peu décoder les différents métiers. Alors c'est très vulgarisé. Pour les spécialistes, vous allez dire que bon voilà, c'est pas si simple, mais bon, je vous raconte l'histoire telle que je le fais vraiment sur un salon. Je raconte l'histoire d'un maire, par exemple. On veut construire un pont. Pour construire un pont, le premier acteur qui va intervenir, c'est l'architecte. L'architecte, il est vraiment en amont de la construction. Pour les jeunes gens, ça correspond à des profils à tendance davantage artistique. C'est le côté design qui l'emporte. Ils vont dessiner le pont. Voilà, je ne développe pas plus, vous comprenez bien. Vous savez que pour être architecte aujourd'hui en France, il faut rejoindre une école d'architecture. Il y en a un certain nombre partout en France. Ce sont des études en 7 ans. Ce qu'on sait parfois un petit peu moins, c'est qu'un architecte, on peut avoir les deux diplômes. Voilà, architecte et ingénieur. On ne peut pas être architecte et au bout de 7 ans se dire « Ah bah tiens, je vais faire ensuite des études d'ingénieur ». En revanche, le contraire est possible. C'est-à-dire on peut commencer par un diplôme d'ingénieur en 5 ans. C'est le cas du diplôme de l'ESITC Caen. Le diplôme étant reconnu, on peut ensuite basculer en écriture. On a des partenariats et voilà, ça se fait pas tout à fait tous les ans, mais très régulièrement. On a des élèves qui poursuivent, donc ils font 5 ans école d'ingé, plus 2 en moyenne en école d'architecture et ils ont les 2 diplômes. Donc je reviens à mon histoire de pont, pardon, parce que du coup je me suis un petit peu égarée. L'architecte, c'est celui qui va dessiner. Une fois que je vais tout dérouler, que son dessin de pont est affiné, il le propose à son client et il va très vite travailler avec des ingénieurs, des scientifiques cette fois, qui vont affiner le projet, les ingénieurs projets. Ils travaillent vraiment en amont de la conception, de la construction, pardon, et ils vont appuyer sur les bureaux d'études, à nouveau des ingénieurs. Là sont des profils, vraiment les scientifiques qui s'éclatent à faire des modélisations, du calcul. Aujourd'hui, ils travaillent, tous nos ingénieurs, quel que soit le domaine dans lequel ils vont s'orienter, avec du numérique, évidemment. Vous entendrez peut-être parler du mot BIM, Building Information Modeling. C'est vraiment un outil aujourd'hui des ingénieurs pour traduire le projet, on va dire architectural, encore une fois, je simplifie, en un projet numérique en 3D, qui prend en compte tous les calculs de structure, l'impact environnemental, et on fait des hypothèses, et si on change des données, qu'est-ce qui se passe, etc. Ton petit schéma, je t'interromps juste 30 secondes, Marie, parce que ton petit schéma est très représentatif de ce que tu viens de dire sur le BIM. On voit bien le tracé artistique un petit peu de l'architecte en premier plan, et puis au fur et à mesure que les ingénieurs travaillent et intègrent ce projet-là, le projet se concrétise. Et en fait, l'ensemble, ça représente ce fameux BIM, ce business model, parce que là, on a l'architecte qui a fait des premiers traits, l'ingénieur projet qui va commencer à mettre en forme, à colorier un peu ces traits, avec non seulement la technique, mais aussi le financier, avec aussi la planification, avec les matériaux, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on va aller on va aller loin dans la construction, on va avoir des ingénieurs qui vont se spécialiser dans le calcul du béton, dans le calcul des glissières, dans le calcul des câbles de précontrainte, par exemple, et puis l'ingénieur travaux qui, lui, va être sur le terrain, qui va construire. Et tout cet ensemble-là forme cette maquette numérique, en fait, un peu à l'image des Airbus, où on voit l'avion qui est construit sur ordinateur, pièce par pièce, et ensuite qui sort de l'usine, et on est capable, une fois qu'il vole,
d'avoir toute l'historique de sa construction et si jamais il y avait un défaut, de pouvoir y revenir dessus très facilement dessus. Ton dessin est très représentatif de cela. Voilà, et à travers ce schéma, je voulais aussi essayer de vous donner des exemples de métiers concrets. C'est pas toujours évident avec des jeunes gens qui ont du mal des fois à exprimer ce vers quoi ils veulent aller. Moi, souvent, ce que j'utilise, et je crois que Mathis l'a expérimenté aussi des fois avec des... Déjà, par rapport à l'architecture, c'est qu'est-ce qui l'emporte en toi, même si tu aimes le dessin, même si tu aimes voilà, les matières altérées, etc., et le scientifique, est-ce qu'il y a un côté qui penche un peu plus? Et quand c'est le scientifique qui l'emporte, a priori, je dis ça aussi parce qu'on a des élèves qui ont fait une première année en école d'architecture, qui nous ont fait des retours en disant « mais moi je ne m'y retrouvais pas parce qu'il y avait beaucoup de littéraire en fait dans le contenu et on a quand même besoin de toute cette partie scientifique ». Donc voilà, c'est souvent avec ce biais-là qu'on arrive à orienter un petit peu entre les deux types de formation. Et puis ensuite, dans les profils, mais là vous êtes plus les spécialistes évidemment que moi, mais c'est aussi l'ingénieur travaux. Pour nous, on se rend bien compte qu'on a les 3/4 de nos élèves, des élèves qu'on recrute, au départ en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est faire du concret, être plutôt en extérieur qu'en bureau. Ils ont besoin d'être en lien avec de l'humain beaucoup, travail d'équipe. Ça, c'est des choses, je crois, qui caractérisent pas mal ces ingénieurs travaux. L'ingénieur travaux, c'est le chef d'orchestre, hein, c'est vraiment le manager, il y a cette part-là aussi, sur le terrain, qui va avec ses équipes aller faire que l'ouvrage se construise. Voilà. Ce sont voilà, des jeunes gens qui, assez souvent, me disent bah, « moi, c'est pas toujours vrai, hein, mais depuis longtemps, j'ai envie de construire, mais je sais pas qui, je sais pas quoi exactement. En tout cas, je ne me vois pas bien dans un bureau, mais je suis quand même un scientifique. » Je crois. Je ne sais pas si peut-être on peut donner la parole à Mathis. Alors, on ne les a pas préparés, donc je ne sais pas du tout. Petite Mathis et Jade, vous, dans vos démarches, est-ce que vous saviez, est-ce que vous étiez sûr en venant à l'école? Et est-ce que vous avez déjà des tendances par rapport à ces profils? Je peux commencer par expliquer pourquoi j'ai choisi l'école, pourquoi j'ai choisi la construction. Ça peut être peut-être intéressant. Faut savoir que du coup, moi, j'ai commencé en 3e quand il a fallu choisir un stage de 3e. Donc j'ai voulu faire un stage avec un conducteur de travaux, justement, donc un ingénieur travaux. Ça n'a pas pu se faire malheureusement. Du coup, après au lycée, quand il a fallu faire un choix en terminale, j'ai un profil plutôt assez créatif. Donc je me suis pas du tout posé la question de l'architecture, je me suis directement intéressé au métier d'ingénieur parce que c'était le seul métier qui pour moi pouvait me correspondre. Donc après j'ai regardé les domaines d'ingénierie qui existaient donc par élimination en fait je retombais toujours sur la construction en général parce que comme tout lycéen qui cherche son orientation, la construction c'était très vaste et du coup cet exemple du pont sert bien à définir déjà quelques métiers et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans l'école et que mon choix s'est fait. Jade, peut-être? Est-ce que vous voulez... Oui. Du coup, moi, pour ma part, j'étais axée sur le bâtiment depuis super longtemps. Mais je m'étais dit plutôt architecture, donc justement. Et j'avais pas eu le temps, moi, en terminale, de faire des books de dessin, de modélisation d'architecture. Et j'étais peut-être un peu plus axée scientifique. Donc je me suis dit ingénieur sur tout ce qui est construction, c'était l'idéal, quoi. Après, moi, c'est sûr, je me voyais pas forcément dans un bureau, mais à la fois sur le terrain, peut-être pas non plus. Mais j'avais une certitude, j'avais vraiment envie d'avoir du contact dans mon métier par la suite. Et au final, en arrivant dans l'école, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs branches, parce que là, on nous parle par exemple d'ingénieur études et conception ou d'ingénieur travaux, mais il y a par exemple de la maîtrise d'œuvre. C'est tout. Enfin, c'est aussi un métier qui appelle à être un peu sur le terrain, davantage aussi dans des bureaux, mais également avoir un contact avec tous les acteurs du chantier. Et moi, du coup, pour ma part, c'est ce qui m'intéresse le plus.
voilà. Merci Jade, et vous avez tout à fait raison de dire que là c'est ultra simplifié parce qu'évidemment il y a bien d'autres métiers, il y a aussi tout l'aspect commercial avec les chargés d'affaires, ingénieurs chargés d'affaires, on a d'autres profils qui vont plus partir sur l'immobilier, la promotion immobilière, etc. Voilà. Donc c'était pour un petit peu dégrossir. À moins que vous ayez des questions sur ce schéma, je vous propose du coup d'avancer un petit peu dans la présentation. Je ne vais pas m'attarder, on reviendra peut-être sur les entreprises, notre proximité avec les entreprises après, parce que du coup j'ai envie d'aller plus vite sur le cursus. C'est un peu dense là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et encore une fois on pourra vous envoyer si vous souhaitez la présentation et puis des supports de l'école. Ce cursus là qu'on appelle l'éventail chez nous, il est dans la plaquette et en fait il explique année par année ce vers quoi les élèves, ce qu'ils vont avoir en grosses lignes dans leur contenu de cours. Pourquoi je passe directement à cette présentation-là? Parce que là, on a Mathis et Jade. On voit dans votre présentation, vous savez déjà, vous saviez assez tôt ce que vous vouliez faire, mais ce n'est pas le cas de tous les élèves qui nous rejoignent. Dans votre promotion, on sait bien, on a des élèves, ils tâtonnent, ils hésitent, et souvent, ça fait peur. Nous, on est souvent présenté, c'est vrai, hein, comme une école spécialisée en BTP. Donc, la première réaction, c'est « Oh là là, c'est un choix un petit peu violent. Est-ce que vraiment, je suis sûre d'aller tout de suite vers la construction ?» Et en fait, je prends ce schéma pour rassurer en disant que, la plupart des lycéens, au moment de faire leur choix, ils sont dans le doute et c'est sûr qu'il y en a très peu qui sont sûrs au final. Et 2, en fait, le choix, il ne se fait pas en intégrant l'école. Les vrais choix, ils commencent en fait en fin de 3e année. En fait, le schéma, il faut le lire de bas en haut. C'est-à-dire, on rentre après, donc là, je vois c'est une ancienne version, c'est pas bien. Après un bac général ou STI 2D, on a ensuite des portes d'entrée après bac plus 2, on reviendra tout à l'heure plus dans le détail. Ils ont des stages tous les ans, hein, dans les différents types de métiers pour les découvrir, dans différents types d'entreprises. Et en fin de 3e année, on commence à leur demander, alors, vous partez vers plutôt bâtiment ou travaux publics. C'est pour ça que Mathis et Jade, là, ils sont en 3e année. Leur choix commence à se dessiner. Voilà, ils ont fait des visites de chantier, ils ont baigné dans un univers, ils ont été accompagnés aussi dans leur projet professionnel, déjà pendant ces 3 années, ce qui fait qu'ils savent pourquoi ils vont commencer à choisir telle ou telle option. Et en 5e année, ils vont affiner encore plus leur domaine de spécialité. D'un point de vue métier, ce qu'on disait, est-ce que je suis partie plutôt terrain, plutôt bureau d'études, est-ce que je veux faire de l'entrepreneuriat avec des doubles diplômes possibles? Voilà, je fais assez vite hein, pour ne pas vous noyer sous les informations. Mais là, c'est vraiment en dernière année qu'ils vont se spécialiser ouvrage d'art, ouvrage maritime, d'autres, tout ce qui est nouvelles technologies avec les bâtiments intelligents et durables, les bâtiments plus classiques, voilà. Mais vous voyez, en réalité, on les accompagne vraiment, il y a une maturité qui se fait du projet très progressive. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les rassurer quand ils arrivent à l'école. Ils ont aussi maintenant on appelle ça CAP, des dispositifs où pendant 15 jours, on va les faire baigner dans la marmite, j'ai envie de dire, de la construction, faire rencontrer des diplômés pour découvrir les métiers, faire des visites de chantier, tout un tas de choses qui les aident et qui les rassurent aussi par rapport à leur choix d'études. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier de préciser qu'on est quand même une école spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Et on a donc un cursus qui va très rapidement dans le vif du sujet par rapport à une école généraliste qui, elle, va attendre quelquefois même pas en 5e année pour donner une réelle spécialisation à ces ingénieurs. Nous, dès la première, il y a le stage ouvrier qui leur permettent d'aller effectivement aller prendre la pelle, la pioche, hein, de manière traditionnelle du terme, pour aller voir un corps de métier qu'ils vont avoir à côtoyer et à diriger après dans leur métier. Ensuite, enfin, conduite de travaux, qui est un peu le métier qu'ils vont exercer à la fin de l'école, ça va être leur première expérience de management, leur première expérience où ils vont se confronter à la fois connaître de la technique, mais aussi savoir diriger la mise en place de cette technique-là.
Et puis on va également, en fin de deuxième année ingénieur, aller vers ces métiers du bureau d'études techniques, parce que ce sont des corps de métier vers lesquels ils peuvent se diriger à la fin, ou qu'ils auront à côtoyer de toute manière en tant qu'ingénieur travaux. Donc il faut qu'ils apprennent à parler calcul, à parler notes de calcul, dimensionnement avec ces corps de métier-là. Et puis à la fin, on a après cette cinquième année qui est très éclectique en fait, avec les différentes options, avec les différents secteurs de métiers qu'on leur propose, avec l'ingénierie, avec la partie production. Ils vont avoir tout un panel de connaissances qu'ils vont mettre en place de manière très concrète au sein des entreprises avec le projet de fin d'études. Donc là, il y a toute une succession de stages de plus en plus élevés en qualification, de plus en plus imprégnés dans les corps du métier du BTP. Et donc, ils ont aussi le temps progressivement de prendre conscience de tout l'environnement, à la différence effectivement d'une méthode d'une école d'ingénieurs généralistes qui, elle, va aussi avoir des stages, mais qui vont être pas forcément centrés sur un corps de métier et sur lesquels on peut plus facilement bifurquer. Donc, toute l'utilité de les rassurer dès le début pour leur montrer toute la diversité du métier auquel on forme. Merci Christophe, tu as raison sur la partie professionnalisante de la formation et je reviens un petit peu en arrière sur le cursus simplifié. Dès la première année, il y a une chose aussi qui est très importante souvent pour les jeunes gens qui sont intéressés par l'école, c'est quand on leur dit, dès la première année dans l'école, vous avez un tiers des cours, 30%, c'est déjà du concret et c'est en rapport avec le domaine. Même les exercices scientifiques, les maths, les preuves de maths, font en sorte que les exemples soient très concrets. Nos élèves, ils ont besoin de concret, ils ont besoin d'être alimentés. Voilà, faut que ça leur parle. Donc c'est voilà la grande différence avec des écoles généralistes, c'est ce côté est professionnalisant et on rentre dans du concret dès la première année. Alors, concret, ça ne veut pas dire simplifié. Hein. Je reprécise ça bien sûr. Tu parlais des maths à l'instant. Concret, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des notions mathématiques qui vont être utiles après au corps de métier. Donc on va surtout travailler sur des notions, par contre, de calcul différentiel, de tenseur, de calcul matriciel, extrêmement poussés parce que ce sont des éléments de calcul mathématique qui seront utiles après en quatrième et en cinquième année quand on va aborder tout le calcul par élément fini. Par contre, pour parler très technique sur les maths, le programme des corps et des anneaux, on ne le traite pas à l'école, alors que c'est traité dans les écoles généralistes, tout simplement parce que c'est un domaine des mathématiques qui est utile et uniquement utile au chiffrage des données quand on parle de sécurité Internet ou de sécurité informatique, ce qui n'est pas du tout notre domaine. Donc on ne va pas traiter ce point-là. Par contre, en calcul matriciel, il faut qu'il soit très bon. Merci Christophe. Ça, je parlais pour mon cours à moi. Une chose aussi importante, oui. Monsieur Simon est également enseignant en résistance des matériaux? Non, mécanique des sols. Oh, va falloir que tu révises ta copie. Une chose vraiment importante dans le contenu des cours qu'on prodigue, il faut savoir, comme il y a plusieurs choses, ça se voit un petit peu en filigrane à travers le schéma qui est sous vos yeux, il y a des incontournables à l'école. Le domaine scientifique, évidemment, quand on forme des ingénieurs, le socle scientifique, c'est incontournable. Le management, c'est incontournable. En anglais, qui fait souvent peur aussi aux candidats. Il faut savoir que ça fait partie des obligations que nous avons, que nous demande la CTI, c'est d'avoir que nos élèves passent minimum 3 mois à l'international et un certain niveau d'anglais. Nous, on monte l'exigence à 1 semestre à l'international, on va au-delà de demande de la CTI. Bon, c'est prévu dans le programme, hein, j'ai envie de dire, à travers les stages, à travers les séjours à l'international. Et puis un niveau de TOEIC chez nous qui est de 800 points. Bon. L'anglais, le management, j'en ai parlé. Et l'autre point qui est vraiment important, et je pense important aussi pour les élèves, c'est l'aspect environnemental.
aujourd'hui, l'aspect, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, moi ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant que j'ai rejoint l'école, il y a 10 ans c'était déjà dans le cursus, mais ça s'est amplifié et c'est vraiment l'aspect environnemental est un incontournable. Et dès la 3e année, les élèves ont des cours construction durable et qui s'affinent en fonction des options qu'ils vont prendre au fil des années. On a pu se permettre ça parce qu'on a un laboratoire de l'école qui est vraiment un laboratoire qui est spécialisé en écomatériaux et construction durable. Ce qui fait qu'on a la très grande chance d'avoir des enseignants-chercheurs sur place qui sont vraiment à la pointe de ce qui se fait dans le domaine. Donc ça, c'est vrai que c'est une très grande chance. Plus, je précise, on est sur un campus universitaire de Caen. On a nos collègues de l'ENSI Caen, autre école d'ingénieurs, qui eux sont très costauds au niveau tout ce qui est électronique, etc. Et qui viennent aussi en complément sur les aspects, tout ce qui est capteur, tout ce qui est ville intelligente, bâtiment intelligent. On a aussi cette chance de pouvoir aussi avoir des spécialistes qui complètent nos spécialistes génie civil, matériaux, écomatériaux, etc. Donc, voilà. Voilà sur la partie du contenu. Je ne rentre pas plus dans le détail sur la partie internationale. Il y a plein de possibilités de partir à l'international, des semestres en 4e année, en 5e année, des stages, on a des formats, voilà, toutes sortes de formats. Pour ce qui est des destinations, il y en a bientôt sur tous les continents. On est en train de finaliser un partenariat avec l'Australie. Ce n'est pas la quantité chez nous qui prime. On est vraiment dans une logique de contenu. En fait, l'idée pour nous d'un partenariat, c'est qu'un élève qui part passer un semestre dans une autre université à l'international doit acquérir à minima autant de connaissances, des connaissances aussi pointues que s'il était resté dans l'école. Donc c'est la raison pour laquelle on a des partenariats vraiment avec des universités comme Delft, voilà, qui sont très reconnues, très pointues sur leur domaine d'expertise. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur la partie internationale. Peut-être un petit focus rapide sur l'insertion. Je le disais en introduction, ça a été tout le sens de la création de l'école dans les années 90. C'était ce besoin très fort de la profession, du domaine de la construction. Il faut savoir qu'on a quand même des champions du monde en France. On a cette chance-là. Vinci, Bouygues Eiffage sont dans les leaders mondiaux. Voilà, une grosse activité en France et à l'international. On n'arrive pas, toute école confondue, à assouvir le besoin d'ingénieurs dans le domaine, ce qui fait qu'on a le plein emploi à la sortie depuis la création de l'école. Et quand je vous dis ça, là, cette année-là, le focus que vous avez sur la dernière promo là, qui a été diplômée, on a noté que 97% des diplômés sont en poste avant même la remise des diplômes. C'est vraiment pas anecdotique, quoi. On est sûr que 100% de nos élèves, à 2 mois après la sortie, sont en poste. Voilà. Et ceux qui mettent le plus de temps, c'est que souvent, ils ont des projets vraiment très pointus et qui veulent trouver exactement le poste qu'ils recherchent. Sur cette slide-là, on voit 20% de cette promotion-là étaient des jeunes femmes. C'est un chiffre faible. Il faut savoir que dans l'école, actuellement, on est plutôt à 30% de jeunes filles. On est dans la moyenne des écoles d'ingénieurs. On fluctue entre 25 et 30. Là, donc cette année, actuellement 30. Je crois que la moyenne des écoles d'ingénieurs, je parle sous le contrôle de M. Simon, ça doit être 28% de jeunes femmes. On peut toujours mieux faire, voilà, on essaye, on fait partie de l'association Elle Bouge. Je ne sais pas, Jade, est-ce que c'était une crainte peut-être pour vous en nous rejoignant? Moi, personnellement, ça ne m'a pas du tout fait peur puisque je pense que pour aller dans le domaine du bâtiment et travaux publics, c'est qu'on a un minimum la tête sur les épaules et pas de crainte vis-à-vis de ça, puisque par la suite, dans le métier, on est amené à diriger parfois des hommes, ce qui peut leur plaire ou non. On peut le voir ça dans nos différents stages. Après, je pense que c'est quelque chose... je pense que quand on arrive là, on fait avec, et puis au final, on arrive très bien à se mêler dans l'école et ça pose pas de problème. J'en ai pas ressenti de mon point de vue. Même pendant votre stage ouvrier, parce que pour le coup, vous étiez avec, je sais pas où... Du coup, moi, j'ai fait un stage ouvrier dans le domaine de la menuiserie second œuvre dans le bâtiment. Donc, après, oui, j'ai pu voir quelques remarques, après qui n'étaient pas forcément négatives dans un premier point de vue, mais
par exemple, on a des hommes qui veulent nous aider ou qui estiment que porter des charges lourdes, c'est pas fait pour les femmes, ou on a plein de remarques comme ça qui partent plutôt d'une intention gentille, en fait, mais d'un autre côté, ça prouve bien que, enfin, les remarques, elles sont sexistes sans le vouloir. Après, je sais que pour d'autres personnes dans ma promotion, ça a pu être plus compliqué, voire plus du conflit, quoi. Mais moi, j'ai pas eu ça. Voilà, donc en général, on fait tout pour accompagner, évidemment. Souvent, la crainte, on a remarqué que ça vient peut-être des familles davantage, des jeunes femmes qui vont vers ces voies-là. Mais comme vous dites, j'ai l'impression, enfin pareil, je parle sous le contrôle aussi de M. Simon qui voit des élèves depuis longtemps et des jeunes femmes. Vous avez bien la tête sur les épaules, vous êtes accompagnés et de plus en plus jugés sur vos compétences, hommes ou femmes, et voilà, les choses évoluent. On n'a jamais rencontré de vraies difficultés. Hein. On n'a jamais eu de problème avec des élèves. Non, pas d'élèves de ce type-là. Et tu disais, effectivement, maintenant, l'évolution du regard de la société sur le travail change quand même. Et en plus, les compétences sont de plus en plus mises en avant. Et là, les jeunes femmes ont un atout énorme, puisqu'on constate dans les classements de l'école, je suis désolé Mathis, mais ce sont les jeunes femmes qui arrivent quand même dans les têtes de classement, et parce qu'elles sont quelquefois plus rigoureuses, plus sérieuses, plus consciencieuses dans l'acquisition des compétences, parce que peut-être tout simplement, elles ont été, on leur a demandé toujours plus par rapport aux hommes. Et là, on voit très clairement maintenant qu'elles prennent enfin leur revanche, et elles sont dans les têtes de classement dans les concours, mais aussi ici à l'école dessus. Et donc les compétences sont là, il n'y a aucune raison qu'elles ne réussissent pas. Et je fais confiance à Jade et à toutes ses consoeurs pour remettre en place tous les vieux books qui voudraient un peu trop attentif. Si je peux rajouter un petit truc, c'est que en fait, je pense que maintenant, être une femme, ça nous apporte beaucoup, vis-à-vis de la sortie à l'emploi. Au final, quand on participe au forum, par exemple, organisé par l'école, on peut voir que les entreprises viennent vraiment nous couloir parce qu'elles ont besoin de beaucoup de femmes, et qu'elles en cherchent de plus en plus. Après, le problème, c'est plutôt vis-à-vis des ouvriers sur chantier. L'évolution, elle est plus lente de ce côté-là. Après, je pense que ça va suivre son cours et que ça ira mieux d'année en année, quoi. Ouais, mais vous savez pourquoi les entreprises viennent vous chercher? C'est parce que quand vous mettez deux hommes l'un en face de l'autre, c'est sûr que ça va au conflit s'il y a un problème. Vous mettez une femme et un homme, les corrélations sont tout de suite plus adoucies, et les compromis sont beaucoup plus faciles à trouver sur une problématique de chantier. Donc il y a un apport de compétences et d'approche des problèmes qui sont totalement différents, et les entreprises recherchent beaucoup cette qualité-là. Et pour presque conclure sur la partie insertion et des jeunes femmes, je précise qu'il n'y a pas d'écart notable de salaire à la sortie de nos jeunes diplômés par rapport aux jeunes hommes. Depuis 10 ans que je suis les chiffres, j'ai jamais vu un écart. C'est franchement, on n'a pas d'écart significatif. Voilà, donc ce qu'on pouvait en dire. Rapidement, 15% de nos diplômés sur cette promotion-là travaillent à l'international. C'est un chiffre bas, hein. C'est plutôt une moyenne de 20% qui travaillent à l'échelle internationale. En moyenne, la promo qui va sortir là prochainement, j'ai déjà quelques premiers chiffres, sont déjà plutôt presque à 25% à l'international. Donc comme quoi, voilà, ça fluctue. Et les métiers, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, une majorité, là c'était 64% sur le terrain, en management de terrain, mais aussi chargé d'affaires, immobilier, etc., tout ce qu'on a dit avant. Le petit pouce avec 4,45, je l'aime bien, parce que c'est une note qui est mise par les jeunes diplômés pour connaître leur satisfaction dans l'emploi, et c'est une note sur 5. C'est dire qu'au travers du cursus et de l'évolution de la recherche de leur projet professionnel, à la sortie, et ça c'est un chiffre vraiment tous les ans qui est excellent, ils se considèrent satisfaits dans leur emploi. Voilà, c'est une note globale. Après, il y a des sous-parties d'un point de vue rémunération, intérêt dans l'emploi, etc. Mais voilà,
Et cette enquête, ce ne sont pas nos chiffres à nous en propre, hein. C'est une enquête qui est faite dans le cadre de la conférence des grandes écoles dont on parlait tout à l'heure, la CGE. Un petit point sur les métiers encore, mais cette fois pour casser un petit peu ou tordre le cou un petit peu à certaines idées qu'on peut avoir justement. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé BTP, on parle souvent, j'ai passé vite la slide tout à l'heure, mais les grands groupes, on les connaît, Vinci, Bouygues, Eiffage, il y a les PME, etc. Mais nos jeunes diplômés s'intègrent également dans d'autres types de grands groupes auxquels on ne s'attend pas, et on ne s'attend pas à ce qui est du génie civil forcément. Vous avez sur la slide, on va commencer avec par exemple Grégory Rouca qui est au milieu, si vous reconnaissez le petit logo LV Louis Vuitton. Bah oui, on a des diplômés qui travaillent dans le luxe. En haut à droite, Arsène, il travaille chez Prada en Italie. On va se dire, mais qu'est-ce que vont faire des ingénieurs construction dans le luxe? Et bien, tout simplement, ce sont des groupes qui ont des magasins, des usines. Ils ont besoin d'ingénieurs pour gérer leur patrimoine, le développer, l'entretenir. Je prends l'exemple parce que là, le groupe Louis Vuitton, ils ont une matériothèque, par exemple, dans laquelle ils référencent des matériaux, des écomatériaux qu'ils veulent mettre en avant, voilà, pour des choix stratégiques, politiques, etc. Et notre laboratoire de recherche a développé un écomatériau à base de coquillages. Ils nous ont contactés pour aller le mettre dans leur matériothèque. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est justement cette sensibilité que ont nos élèves ingénieurs, cette connaissance de l'aspect environnemental, pour aller conseiller, voilà, être un petit peu en avant-garde de ce qui peut se faire peut-être pour leur boutique. Donc voilà, là c'était pour le luxe. On peut prendre un autre exemple, tout en bas au milieu, le Club Med. Pierre, qui est un diplômé, je sais pas, ça fait peut-être 5-6 ans qu'il est diplômé de l'école. Il a rejoint le Club Med, pareil, au moment où le groupe voulait rehausser le niveau des clubs et notamment se développer en Asie. Je dis pas de bêtises, non, c'est ça, en Asie. Et en fait, Pierre a été missionné pour aller construire des nouveaux clubs et les monter en gamme dans ce coin du monde. Voilà, donc c'est un autre exemple. En haut à gauche, Charlotte qui travaille chez Nexity, là c'est la partie, elle est donc directrice opérationnelle, hein, adjointe chez Nexity, c'est plutôt la partie promotion immobilière. Voilà, donc on pourrait en prendre, voilà, il y en a d'autres qui partent en QSE, c'est toute la partie qualité, sécurité, environnement. Tout en haut, c'est un tout jeune diplômé chez Vinci, Clément Olivier Van Zesberg. Il est consultant fonctionnel financier au niveau de la holding Vinci. Il est sur l'aspect financier, il conseille en fait les entités du groupe. On ne s'attend pas forcément, et à la sortie, hein, il a été embauché directement à la sortie de l'école, là, il y a 1 an, et il est arrivé à ce poste-là. Donc voilà, c'était pour dire, voilà, on se fait une image, une idée du domaine du génie civil, mais en réalité, le champ des métiers et des débouchés est beaucoup plus large. Est-ce que vous avez des questions? Pas particulièrement. On poursuit et on va finir cette dernière partie sur la partie comment intégrer. Là, c'est plutôt la partie concours. Et je vais donner la main à Monsieur Simon. Excusez-nous. Oui. On aurait une question, s'il vous plaît, concernant vos partenariats avec les écoles d'architecture. Oui. Vous avez dit que vous aviez des partenariats, mais c'était avec lesquels? Alors, les partenariats que nous avons, c'est notamment avec l'École nationale d'architecture Paris-Val-de-Seine et avec l'École nationale de Normandie. Mais ce sont des partenariats que nous avons dans le cadre de travaux, de projets que font nos élèves en commun, notamment autour du BIM, parce que le BIM, on l'a expliqué rapidement tout à l'heure, c'est aussi une façon que tous les acteurs de la construction travaillent sur un même projet en même temps. Et les architectes et les ingénieurs, voilà, nos élèves réciproques travaillent ensemble sur des projets grandeur nature. Donc ça, c'est une partie du partenariat. Après, un élève qui veut poursuivre en école d'architecture, il peut le faire dans n'importe quelle école d'architecture en France. Il n'y a pas, voilà, la dernière, Sabrina que j'ai en tête, la dernière à ma connaissance, est partie à Toulouse, l'école d'architecture de Toulouse, pour ces raisons que honnêtement là j'ignore. Une autre élève à qui je pense, Élise, elle était partie à Strasbourg, parce qu'à l'époque, l'école d'architecture de Strasbourg était spécialisée en éco-construction.
Et c'est pour ça qu'elle avait choisi cette école-là. En fait, un élève qui nous dit, voilà, je veux poursuivre en école d'architecture, il a un projet, il va monter le dossier, on va l'accompagner évidemment vis-à-vis de l'école d'architecture. On se rapproche d'eux pour bien faire coïncider nos cursus. On adapte la fin du cursus. En général, ce qui se passe, c'est que le projet de fin d'études, le dernier grand stage, ou bien on l'avance, ou bien on le transforme pour que la jonction puisse se faire avec l'école d'architecture. Mais on n'a pas... voilà, c'est ouvert après au niveau des écoles. Mais c'est vrai on travaille depuis plusieurs années déjà, notamment avec Paris-Val-de-Seine, depuis vraiment bien sur de nombreux projets entre nos différents élèves. Et Normandie, évidemment. D'accord. Merci. Je vous en prie. Monsieur Simon? Oui, alors avant d'être architecte, pardon, et mais il faut être ingénieur. Donc pour se recaler dans le schéma des formations en France, donc pour entrer dans notre école d'ingénieur, il y a différentes voies. Soit la voie qui est la voie majoritaire en termes de volume, soit dès le poste de bac, donc avec un bac général ou un bac STI 2D. Et ensuite, on a différentes filières d'entrée, donc soit après une classe prépa, donc une CPGE, filière MP, PC, T, bien sûr après un DUT pour les filières techniques, après un BTS, bien sûr, également. Quelquefois, compléter un BTS complété avec une prépa ATS, ces prépas qui sont spécialisés dans la remise à niveau scientifique de tous ces élèves qui viennent d'IUT ou de BTS d'ailleurs, qui se sentent un peu faibles sur les parties scientifiques, sur les maths, les physiques, et qui viennent faire un an de complément avant d'intégrer une école d'ingénieur. Et puis bien sûr, on intègre des licences ou des masters, avec toujours comme particularité, quand on vient de licence ou de master, on décale toujours d'un an, moins un an, pour rentrer à l'école, tout simplement pour des raisons de spécialisation de notre école. On ne peut pas rentrer à un master qui a fait que des maths directement en 5e année. Il faut qu'il ait un background, je dirais, technique pour pouvoir être diplômé de l'école. Et de toute manière, on ne peut pas diplômer un élève qui aurait passé moins d'un an à l'école. Il faut qu'il ait passé au moins 2 ans au sein de l'école pour pouvoir être diplômé. Donc, voyons peut-être un peu comment sont nos différents concours qui permettent d'accéder à l'école de manière plus précise. Donc, la voie, je dirais, prépondérante, c'est la post-bac, donc tout ce qui concerne les élèves qui viennent d'un bac général ou technologique. Et cela, ça passe par Parcoursup, le fameux Parcoursup, au sein du groupement d'écoles Avenir Bac, puisque nous sommes au sein du concours Avenir, c'est-à-dire nous sommes regroupés avec 7 autres écoles d'ingénieurs pour recruter nos candidats. On va faire un focus après juste dessus. On a bien sûr le focus Bac plus 2, donc pour tous nos élèves qui viennent de prépa NP, donc maths physique, PC, physique chimie, PSI, physique, sciences de l'ingénieur et PT, physique et technique. Là également, nous sommes au sein d'un groupement, d'une banque de notes Avenir Prépa, qui est au sein du concours CC-INP E3A Polytech, qui est donc le nouveau concours créé l'année dernière, l'ancien E3A, et qui fusionne tout doucement avec le concours CC-INP. Donc c'est le troisième concours renommé en France après CPGE. Les premiers étant Polytechnique et le deuxième le concours central. Et puis l'autre filière, donc là qui nous est propre, c'est tout ce qui est filière technique, donc tous ceux qui sortent du UT, de BTS, du domaine du bâtiment et des travaux publics. Là, on a notre propre concours interne qui permet donc d'intégrer l'école. Ces deux concours, CPGE et filière technique, donc nous permettent d'intégrer des élèves directement en cycle ingénieur. Alors que le post-bac, on fait la prépa intégrée au préalable. Et puis, on a toujours notre concours, je dirais, Avenir Plus, qui concerne tous les élèves en réorientation, ceux qui ont déjà leur bac, mais qui ont fait une année ou 2 ou 3 années dans une filière qui leur plaît
pas forcément ou qui leur plaît, mais qui souhaiteraient compléter avec une formation BTP. Et dans ce cas-là, ils peuvent nous rejoindre en fonction de leur dossier et de l'étude de leur dossier au sein de l'école. Alors, si l'on fait un focus sur Parcoursup, il faut savoir que Parcoursup, il faut déposer un nombre maximal de vœux, c'est 10 vœux au total, mais on a droit, enfin un candidat a droit à des vœux multiples, notamment lorsque ça concerne les écoles d'ingénieurs, et il peut y avoir 10 sous-vœux par vœu multiple. Alors, il y a toute une procédure Parcoursup qui est attachée. Et nous, on est dans un vœu d'école d'ingénieur. Donc, un élève qui prendrait le concours à venir pour postuler à notre école, il peut postuler en parallèle à 6 autres écoles, puisqu'on est 7 écoles groupées sous ce concours-là, et ça ne lui compte que pour un vœu dans l'ensemble de son choix de formation future. Donc ces écoles-là, c'est l'EPF, c'est les CIGELEC, c'est l'EXI à La Rochelle, c'est Estaca à Paris, c'est les CILV également à Paris, donc qui sont des écoles avec nous qui examinons de manière commune les dossiers de nos candidats. Alors ces candidats donc, qui postulent à notre école, on va prendre déjà ceux qui viennent de filière générale. Si vous pouvez passer le slide qui vient, merci. Donc déjà, tous les candidats, on va étudier leur dossier. Et là, on va aller étudier leur dossier sur tout ce qui est notes de première et de terminale. Donc tout ce qui est notes en maths, français, en histoire géo, on va prendre toutes les matières qui ont donné lieu à notation. Et l'on va également aller étudier la fiche à venir qu'a rédigé le candidat et qu'a complété également le lycée. L'on va aller également rechercher les notes de C1 et de C2, qui sont donc pour le nouveau bac, dans tout ce qui est, pareil, histoire-géographie, langue, enseignement scientifique, bien sûr, quelle spécialité était abandonnée en première ou pas, et les notes de français. Alors, pourquoi l'ensemble de ces matières-là et pourquoi on ne se focalise pas uniquement sur les matières scientifiques? C'est parce qu'un ingénieur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui reste bloqué dans son calcul. Il faut aussi qu'il soit éclectique dans son raisonnement, dans sa manière de penser, dans ses compétences également. On ne peut pas demander à un ingénieur de savoir uniquement calculer. Il faut aussi qu'il sache écrire. C'est bête à dire, mais il faut aussi qu'il sache écrire. On parlait du maire tout à l'heure qui voulait son pont. Il faut qu'il sache rédiger une note de calcul, il faut qu'il sache rédiger une lettre pour mettre en valeur son projet. Il faut qu'il sache parler, certes français, mais aussi qu'il sache parler l'anglais, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr de pouvoir toujours travailler en France, d'une part, ou de travailler toujours avec des Français. Il peut y avoir des entreprises étrangères qui viennent s'installer en France. Donc, il faut savoir discuter avec ces personnes-là. Donc, un bon niveau d'anglais. Et puis, il faut mieux savoir un peu son histoire, sa géographie quand même. C'est aussi une ouverture d'esprit et une capacité à aller voir autre chose que les mathématiques. Donc, on va analyser toutes ces données-là au niveau des dossiers, en regardant aussi la position du candidat par rapport à sa classe. Est-ce qu'il est plutôt dans le premier tiers, deuxième tiers, dernier tiers? Est-ce que son lycée de provenance est un lycée avec un taux de réussite important ou faible? Est-ce que c'est un sportif de haut niveau? Est-ce que c'est un artiste de haut niveau? Donc on va prendre en compte toutes ces données-là. Et on a un algorithme qui est assez bien calibré actuellement, puisque l'on va pouvoir distinguer à partir de toute cette analyse-là deux groupes. Un premier groupe, ce qu'on appelle des grands classés, et puis tous les autres. Et les grands classés, la particularité, c'est qu'on va les dispenser des épreuves écrites qu'on organise au niveau national. Et notre algorithme, j'en parlais à l'instant, il est assez précis, puisqu'on constate que dans ces groupes de grands classés, 94% d'entre eux ont une mention bien ou très bien. Donc pour tous les autres qui ne sont pas grands classés, donc on va leur demander de venir compléter leur dossier, leur point de classement avec des épreuves nationales écrites
qui, l'année prochaine, si tout va bien, on croise les doigts là, se dérouleront le dimanche 25 avril 2021. Et donc, on va leur demander de venir passer des épreuves écrites. Donc, il y aura trois épreuves écrites qui se déroulera. Une épreuve d'anglais, une épreuve de mathématiques et une épreuve de sciences. Alors, cette épreuve de compétences scientifiques, elle est nouvelle cette année, puisqu'on s'adapte au nouveau bac qui est le nouveau bachelier qu'on va retrouver cette année. Donc, dans ce nouveau bac, donc, ils ont choisi des spécialités. Quelquefois, maths, ça c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire pour quelqu'un qui a un métier scientifique, il faut mieux qu'il ait fait les mathématiques, c'est quand même mieux. Mais à côté de ça, il y a ceux qui ont fait physique, qui ont fait sciences de l'ingénieur, qui ont fait numérique, qui ont fait sciences de la vie et de la terre. Et ce sont aussi des compétences que l'on va rechercher dans nos métiers pour être très prosaïque par rapport à notre école. C'est clair qu'un élève qui a fait maths et physique, ça va nous intéresser parce qu'il va avoir cette notion de sciences physiques, d'équilibre des forces, d'équilibre des poids. Donc pour construire un pont, c'est plutôt pas mal. Celui qui a fait sciences de l'ingénieur, il est intéressant parce qu'il va avoir la notion des systèmes. On parlait tout à l'heure de bâtiments à process. Il va pouvoir raisonner entre des systèmes qui se côtoient et qui interagissent avec eux. Le numérique aussi va nous intéresser, même si on a l'informatique. Mais on a parlé du BIM tout à l'heure. Cette notion de numérique, cette notion d'intégration de données technique dans un système de base de données, c'est intéressant à avoir. Donc une réflexion numérique est utile. Et puis la SVT, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la SVT, à titre personnel, je pense que c'est une option qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans notre école. On parle de plus en plus de nouveaux matériaux, de biomatériaux. Et donc il faut savoir cette réflexion entre guillemets de sciences de la vie pour avoir cette notion d'approche santé de notre matériau. On a parlé il y a quelques années des rejets de polluants à l'intérieur des habitations. Il faut qu'on ait des ingénieurs qui aient une sensibilité sur ces notions de santé, de qualité de vie au sein des bâtiments ou l'utilisation de matériaux. Et cette option a, à mon avis, de l'avenir devant elle. Donc un élève qui a choisi cette option-là va composer sur l'épreuve de sciences sur 30 questions, par exemple, de sciences de l'ingénieur, mais il va également avoir la possibilité d'avoir 9 questions bonus dans les trois autres spécialités, de manière à, il peut y répondre ou choisir de ne pas y répondre, pour aller un peu mesurer son ouverture d'esprit sur les autres matières. On n'en demande pas beaucoup, 3 numériques, 3 physiques, 3 SVT par exemple. C'est juste pour aller chercher ces notions complémentaires à ces notions de mathématiques et de sciences de l'ingénieur. Donc ça c'est nouveau pour nous, c'est une petite révolution qui nous a permis de toujours adapter notre concours à la réalité du terrain et des candidats qui reviennent nous joindre. Et puis une fois que tous... Pardon Marie, oui. Pardon, excusez-moi, j'interromps, c'est juste avant qu'on passe au bac technologique, est-ce que sur ce concours à venir pour les bacs généralistes, est-ce que vous avez des questions? Non, pas particulièrement, parce que vous pouvez, je vais devancer, si un élève avait pris mathématiques, mais aucune de ces scientifiques, s'il avait pris, je sais pas, une autre matière, mathématiques, et je dis n'importe quoi, histoire, géographie. Alors, ça c'est bien, on n'avait jamais préparé cette question-là. Donc effectivement, il faut mieux avoir pris mathématiques quand même s'il peut postuler au concours à venir sans avoir pris mathématiques. Ça ne lui ferme pas les portes dessus. Un élève qui n'aurait pas pris une spécialité scientifique, une deuxième spécialité scientifique, peut bien sûr composer sur le concours à venir. Il aura la possibilité de répondre à des questions, que ce soit en physique, en sciences, en numérique ou en SVT,
parce qu'en première, il a eu des premières parties d'enseignement dans ces matières scientifiques-là. Donc, il aura la possibilité d'en répondre. Il sera effectivement il ne pourra pas répondre de manière à autant de questions qu'un élève qui aurait fait la spécialité physique. À lui d'être meilleur en mathématiques et meilleur en anglais pour pouvoir grimper dans le classement dessus. Mais ça, ce n'est pas rédhibitoire, il aura juste peut-être plus de difficultés à répondre aux questions. Alors une fois qu'on a corrigé toutes ces épreuves écrites, eh bien on va faire le classement définitif avec donc les grands classés toujours qui restent en tête du classement. Et puis tous les autres candidats qui vont être classés en fonction de leur note d'écrit. Et puis donc chacune des écoles viendra chercher dans ce classement commun, donc les candidats qu'elle souhaite voir recrutés par l'école. Donc chaque école va descendre plus ou moins loin dans le classement. C'est sûr qu'il y a des écoles très cotées dans le concours à venir, descendre jusqu'au 2000, 3000e, 4000e rang, des écoles qui vont piocher plus loin. Nous, par exemple, je n'ai pas peur de le dire, on va piocher jusqu'au 6500e, 7000e s'il faut, sur les candidats de ce classement-là, parce qu'on constate que les 7000e candidats sur ce classement général du concours à venir, ce sont des candidats qui sont de très bonne qualité et qui réussissent très bien dans notre école ici à Caen. Donc il n'y a aucun problème pour aller les recruter, tout cela dans le calendrier de Parcoursup. Alors, pour faire le focus sur les STI 2D, qui est aussi une filière sur laquelle on recrute, alors ce n'est pas la filière principale, hein, on est d'accord. La filière principale, c'est les bacs généraux. Sur les bacs généraux, on a à peu près une centaine de places d'ouvertes, 105 exactement. Sur les bacs STI, on en a nettement moins. Dessus, on a 5 places d'ouvertes. D'une part parce que les bacs STI ne se dirigent pas forcément vers les écoles d'ingénieurs, vont plutôt vers les UT, mais ils ont la possibilité de venir chez nous. Dans ce cas-là, après l'étude du dossier, qui est la même que pour les bacs généraux, là, il peut y avoir des candidats qui sont refusés directement, d'autres qui sont convoqués à des entretiens pour discuter leur dossier, et d'autres qui sont également grand classés. Et là, pareil, on va aller chercher dans un classement commun à toutes les écoles les candidats que l'on souhaite venir voir intégrer l'école. Voilà, donc l'école en 5 ans, donc après donc le bac, c'est 120 places au total, hein, donc les centaines de places sur les 105 places du bac généraux, les 5 places du bac STI, donc là 105 plus 5 ça fait 110 si je compte bien. Les 10 autres places sont des places réservées soit pour ceux qui sont en réorientation, qui ont fait un bac plus 1 et qui viennent par Avenir Plus, qui viennent sur ces 5 places complémentaires, ou des candidats qui viennent de nos partenariats avec les écoles étrangères, donc le Vietnam par exemple. On leur a réservé quelques places sur ces 120 places d'ouvertes. Et puis en 3 ans, donc notre concours donc filière technique, notre concours principal, donc avec une vingtaine de places. Le concours après une prépa ATS génie civil, donc on a non pas 3 mais 4 depuis cette année, on a 4 prépa ATS génie civil, donc une à Caen, une à Anglet, une à Nancy et une à Lille qui vient d'ouvrir. Et puis la prépa, bien sûr, tous les prépas scientifiques classiques via le concours 3A qui nous apporte donc un lot d'une vingtaine de candidats. Voilà pour ce qui est des concours pour la formation d'ingénieurs. Est-ce que vous avez des questions? La slide d'après, c'était quelques chiffres rapides. Je déroule. Donc, on en a déjà parlé, on a à peu près 110 élèves actuellement. On continue à grossir
jusqu'à 750, c'est la capacité maximum de l'établissement ici à Caen. 30% de jeunes filles, en général plutôt 20% de diplômés qui travaillent à l'international. On en a parlé, le plein emploi depuis le début de l'école. On en a peu parlé, mais c'était sous-jacent, je pense que vous l'avez compris, c'est la proximité avec les entreprises qui est très forte. On a plus de 300 partenariats avec les entreprises et nous avons ce qu'on appelle des chaires d'entreprise, des groupes notamment qui nous ont choisis voilà, pour aller encore plus loin, être proche de nous au niveau de la formation et la recherche. C'est Vinci Construction. On a une chaire, nous sommes la école en France à avoir une chaire de ce type avec Vinci Construction, le groupe Artelia, DEME, sont des ingénieries plus à l'international et offshore notamment, des groupes aussi comme le groupe Legendre. Voilà, pour dire, enfin, ils sont partout, ils sont dans l'organisation de l'école, hein, dans notre conseil d'administration, on a beaucoup d'entreprises, mais aussi des pairs, hein, des représentants d'autres écoles et des collectivités locales. Nous avons les entreprises qui donnent, donc je disais 80% des profs sont des professionnels. Voilà, ils sont très impliqués partout. En début de présentation, on parlait de notre format statut privé associatif avec le label ESPIG. Je ne voulais pas éluder la question. Les frais de scolarité, évidemment, il y en a. Les frais actuellement, à partir de l'année prochaine, passent à 6 300 € pour les années du cycle préparatoire et 7 050 € pour les années suivantes. Le fait qu'on soit ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, M. Simon l'a dit tout à l'heure, c'est aussi du fait de notre ouverture sociale. Il faut savoir qu'on attribue par l'État, les élèves peuvent bénéficier de la bourse école. Ils peuvent avoir leur bourse école, Crous, de l'État, pardon, excusez-moi, bourse Crous. Et même un élève qui n'est pas boursier d'État peut obtenir une bourse de l'école sur fonds propres. Voilà, ce qui fait souvent la différence, c'est quand il y a des frères et sœurs dans l'enseignement supérieur, ça peut permettre à certaines familles d'obtenir des bourses. Donc, quand on regarde, c'est un élève sur 3 qui est aidé financièrement. Et si on rajoute à ça l'apprentissage, on est à plus de 50% de nos élèves de cycle ingénieur qui sont aidés financièrement. Voilà, c'est quelque chose d'important. C'est une volonté des entreprises qui composent le conseil d'administration. C'est de ne pas pénaliser des familles qui n'auraient pas les moyens de s'offrir la formation, de pouvoir quand même y accéder. Donc, j'ai parlé des bourses d'école. Il y a ce mode d'aide ponctuelle et une bourse moyenne, école hein, seulement, je ne parle pas le cumul État plus école, bourse moyenne à peu près 1 500 €. Donc quand on l'associe en plus, et ça peut aller jusqu'à la moitié des frais de scolarité. Voilà, et l'apprentissage voilà, qu'on fait depuis 2002, qu'on propose, qui fonctionne très bien. On a 20% de nos effectifs qui suivent le cursus sous statut apprenti. Bah, c'est une façon non seulement de ne pas payer de frais de scolarité, mais d'être salarié d'une entreprise. Donc pour certains, c'est voilà, quelque chose d'intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'école. Je ne sais pas si vous voulez nous poser des questions. Encore une fois, on vous enverra la présentation si vous le souhaitez et on restera bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Avant de conclure, si vous avez encore 2 petites minutes, on a une petite... je crois qu'il y avait une question du coup. Oui. Quelqu'un a levé la main. Oui. Excusez-moi, juste par rapport au statut d'apprenti, donc on peut être apprenti à partir de la 3e année, je suppose? Tout à fait, à partir de la 3e année. D'accord. Merci. Justement, ça me surprenait tout à l'heure, tout ça je l'ai noté. Moi, j'ai une question. Oui, Laura? Oui. Non. On ne vous entend pas. Non, moi j'ai plus de questions, Marie-Caroline, j'ai plus de questions. C'est peut-être une autre dame qui avait une question, je crois. Oui, c'est moi. Oui. Vous m'entendez? On vous Oui, je entend. vous entends. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce nouveau bac. Et donc, on avait compris qu'il fallait vraiment des spécialités scientifiques, mais ça pourrait arriver qu'on n'ait pas de spécialités scientifiques en terminale. Est-ce que, comme certaines écoles, vous envisagez des remises à niveau dès la première année? Ah oui, de toute façon, il faut remettre à niveau, on le faisait déjà de toute manière. Même avec l'ancien bac, on faisait au cours du
du premier trimestre, on refaisait une mise à niveau pour tous nos élèves, que ce soit en mathématiques, en physique, et surtout en physique d'ailleurs, et en langue principalement. Donc là, on va continuer cette notion d'intégration au sein de l'école, à la fois intégration au niveau scientifique, donc on va reprendre des notions de maths par groupe en fonction de si on avait des élèves qui n'auraient pas fait la spécialité maths, puisqu'ils peuvent candidater aussi au concours à venir. On va avoir des remises à niveau en physique, pour ceux qui n'auraient pas fait physique sur le concours à venir. Et donc, au fur et à mesure de toute la première année, on va ainsi pouvoir remettre à niveau tous nos candidats. On va également les remettre à niveau, et Marie-Caroline en parlait tout à l'heure, sur les notions du métier, puisque avec cette notion, ce programme CAP, on va également leur donner cette remise à niveau métier, de connaissance du métier qu'ils devraient avoir. Donc oui, là, il y a surtout, jusqu'à présent, c'était sur le premier trimestre à l'ancien bac. Là, ça va s'étaler sur tout le semestre pour la remise à niveau, bien sûr. Une autre question nous a été posée via le chat pour savoir si l'enregistrement pourra aussi être partagé. On va voir, normalement on a enregistré, on espère que ça a fonctionné. On essaiera de vous mettre le lien, effectivement, de vous l'envoyer. Ça sera pas forcément en public, hein, ça sera un lien accès restreint, mais on va essayer de vous faire ça, oui, sans problème. Ok, peut-être. Super, merci. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est une petite visite en images, une petite visite accélérée de l'école. Alors, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le son, c'est toujours plus agréable. Hop. Elle est bien cette présentation, mais ça ne vaudra pas le coup de venir nous voir. Très juste.
couper en cours de route. Et voilà. Voici ce que nous pouvions dire. Est-ce que vous nous entendez? Ah, j'ai l'impression. Si, ça fonctionne. Enfin, moi, je t'entends. Ah, d'accord. J'ai cru que ça avait été... Si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions, après, encore une fois, je vous partagerai. Alors, autre chose, c'est... Oui? Il y a une question. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Alors, nous, on a une question parce que, avant que vous rentriez dans le concours à venir, est-ce que vous avez un lien avec l'ESITC de Paris, de Metz? Est-ce que c'était un réseau à la base et vous avez dissocié du réseau? Enfin, voilà, on voudrait comprendre. Alors, effectivement, il y a 2 autres ITC en France. Nous avons été créés dans les années 90 en même temps, sur la demande en fait des ministères et plutôt côté économique. On manquait d'ingénieurs en France et à l'époque c'était l'ESTP, était l'école qui existait, qui ne recrutait que après classe prépa. Donc l'ESTP existait à Paris et a décidé, avec le concours du ministère et des collectivités locales, de créer 3 écoles en région. Et c'est comme ça qu'a été créé, en fait, avec des anciens. Pour la personne qui a créé l'école à Caen, c'est Hélène Grimauduc, était diplômée de l'ESTP, elle avait vadrouillé, elle avait une expérience à l'international, etc. Et elle a été à l'origine de la création de Caen. Caen, Paris et Metz, le laboratoire de Caen a été créé tout de suite aussi au début, avec ce choix que ça serait le laboratoire du réseau. C'est ce qui a fait une partie, le fait qu'on soit aussi développé au niveau du laboratoire. Et quelques années, je fais court au niveau de l'historique, mais en fait, rapidement, la CTI nous a demandé à ce que ce soit plus clair et que on soit vraiment des écoles indépendantes et autonomes. Au départ, on s'appelait même ESTP, ESTP à Caen, à Cachan et à Metz. La date m'échappe, mais quelques années plus tard, on a changé de nom. La CTI a demandé... Tu as le... 97. 97. En 97, on a changé de nom. On est devenu indépendant et autonome. Et ensuite, chacune des écoles, finalement, s'est développée à son rythme avec les personnes qui étaient à leur tête et puis beaucoup aussi en fonction de l'accompagnement des collectivités locales. Nous, pour Caen, ça a été quelque chose de très important parce qu'on a été énormément soutenus par les entreprises et par les collectivités locales, ce qui a par exemple qu'on s'oriente très tôt vers le côté maritime. On a une expertise dans tout ce qui est construction maritime. C'est vrai que c'est aussi le lien, le fait qu'on soit en Normandie et la proximité maritime. On a bénéficié de soutien financier et l'école à Caen est la plus développée des 3. Hein. On fait plus du double de Paris, par exemple. Et je ne sais plus, on est à peu près 4 fois Metz, je crois. Et voilà, le cœur, j'ai envie de dire, le cœur est le même. Les valeurs et au service de la profession elle-même sont des écoles sérieuses reconnues par la CTI. Après, notre histoire a fait que Caen s'est développé davantage. On a pu adhérer à la conférence des grandes écoles. Nous sommes la seule avec le STP à être grande école. Voilà. Et si vous regardez dans le cursus, après c'est vraiment le STP s'est orienté, mais plus seulement construction aujourd'hui. Je crois que de mémoire c'est 51% aujourd'hui de leurs diplômés qui s'orientent dans le secteur de la construction. Les ESITC sont vraiment restés vraiment génie civil à 100%. Et ce qui va nous distinguer au niveau du contenu des cours entre Paris, Metz et Caen, c'est qu'à Caen, on a en fait ce choix entre bâtiments et travaux publics la même année, ce qui nous a permis de développer toutes ces options de dernière année que vous ne trouvez pas dans les autres écoles. À Paris et à Metz, vous avez les 2 grandes options bâtiments et travaux publics, mais vous n'avez pas après voilà, toutes ces petites... on a pu le faire parce que, je vous disais, le soutien financier, le fait qu'on ait le laboratoire, voilà, un certain nombre de choses dans notre histoire. Et c'est aussi ce qui nous a permis d'adhérer, d'être acceptés au sein du concours Avenir il y a 2 ans. Voilà, on a montré patte blanche. Voilà, c'est aussi le fait du développement de l'école qui nous a permis de rejoindre ce concours dans la continuité de notre développement. Merci. Merci. Je vous en prie. Petit téléphone. Est-ce qu'il y a une autre question? Non?
Alors, je vous repartage peut-être une dernière fois. C'est pour l'adresse mail, mais finalement, je vous ai envoyé un mail, donc vous l'avez maintenant. Mais c'était l'adresse mail à laquelle vous pouvez... Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je suis désolée, je bug, je ne suis pas sur la bonne présentation. Toc, toc, toc. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir ici, ça va s'afficher à l'écran. On a une dernière question que vous nous avez proposé donc de nous envoyer gentiment la présentation. Je vous enverrai un mail également si vous pouvez nous adresser quelques plaquettes, ce serait gentil. Bien sûr, au contraire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on organise d'autres visios, si vous avez besoin des questions ponctuelles, voilà, vous avez toutes nos coordonnées, des plaquettes. Et comme on se disait en début, si vous voulez venir visiter l'école, on vous accueillera avec plaisir. Parfait, ben, on ne manquera pas de vous solliciter quand on pourra bouger. Et Bien voilà. Et merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, merci les élèves.